Bonjour à tous. Bon, déjà merci de l'invitation. Donc, petite rectification, moi j'ai été invitée via mon syndicat, mais j'ai décidé, enfin nous avons collectivement décidé que je viendrai en tant intersyndical. Déjà, moi je suis là en tant que d'abord en tant que citoyenne. Voilà. Salariée d'Aéroports de Paris depuis 1982 et accessoirement syndicaliste. Et j'ai tenu, comme nous sommes en intersyndical depuis plus d'1 an, depuis avant l'annonce officielle le 18 juin, donc déjà plusieurs mois avant, il y a déjà eu des grèves, etc. en intersyndical. Donc j'ai tenu à être accompagnée par mes collègues des autres syndicats. Donc je ne souhaite pas que mon étiquette syndicale soit mise en avant. Voilà. Donc pour vous expliquer, nous, il y a 1 an, on se sentait bien seul. On lisait dans les journaux que Aéroports de Paris n'était pas là pour gérer les hôtels et les boutiques. Dont le Mercure disait monsieur, lequel était en démolition, en reconstruction, donc c'est intéressant. Sachant qu'on n'a jamais géré de boutique et on a vaguement une participation dans une joint venture pour une des boutiques, mais elle ne fait même pas partie du groupe ADP. Simplement, on se contente d'aménager des boutiques dans nos aérogares et on en tire des recettes parce que les grands groupes qui viennent s'implanter chez nous et qui font des chiffres d'affaires faramineux nous payent des redevances assez phénoménales, mais ça ne sont que des redevances d'occupation. Voilà, et de la même façon, les hôtels, on se contente de louer des terrains autrefois c'était des baux amphithéotiques. Enfin, pour résumer un peu la situation. Donc on vous remercie, on remercie les sénateurs d'avoir shooté ça, d'avoir shooté les articles 44 et suivants qui privatisent Aéroports de Paris. Pour plusieurs raisons, nous on le dit depuis le début, on est vent debout contre cette privatisation, d'une part parce qu'elle est complètement illogique, elle est contre, d'abord c'est une usine à gaz, il faut dire ce qu'il y a, il y a un truc très compliqué où aujourd'hui on récupérait la propriété de l'État, l'État récupérait la propriété au bout de 70 ans, mais pour que ça lui coûte moins cher, ils vont faire des calculs savants pour donner déjà une partie maintenant, une partie dans 70 ans. Le tout est complètement obscur. Deuxième obscurité, on n'a jamais eu, nous, accès à ce qu'on appelle le cahier des charges, qui est mis en avant. Lors du débat parlementaire, il a été dit aux sénateurs qu'il pouvait y avoir accès, ce qui n'était pas le cas déjà à l'Assemblée nationale. Donc comment est-ce qu'on peut prendre position valablement sur quelque chose sans se voir le cahier des charges qui est, paraît-il, qui donne toutes les garanties. Par ailleurs, ce qui est complètement absurde, c'est l'idée aussi, le but est complètement absurde, puisque faire un fonds de l'innovation, déjà on nous a fait le coup quand l'aéroport de Paris est passé de 60 à 51%, à savoir qu'il y a 8% qui ont été vendus, qui sont pour un fonds pour l'innovation, qui maintenant sont intégrés dans la BPI, etc. etc. On n'a jamais su ce que c'était devenu. Et si vous regardez comment sont dimensionnés les fonds de certains grands groupes industriels, il faudrait au moins 100 fois ce montant-là pour que ça puisse servir à quelque chose. Par ailleurs, il serait quand même très simple de flécher les dividendes d'Aéroports de Paris vers ce fonds, puisque tous les économistes qui se sont penchés sur la question ont bien dit que dans 1 an ou 2, vu le développement exponentiel de l'aviation, les dividendes vont surpasser de beaucoup ce que l'État peut en récupérer en plaçant l'argent qui va vendre. Alors, en fait, depuis 1945, on n'a jamais coûté de l'argent à l'État, on en a toujours rapporté depuis la création d'Aéroports de Paris. Depuis 2005, on a rapporté énormément d'argent à l'État. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 2005 et 2017, alors les chiffres 2018, je ne les ai pas encore, excusez-moi, c'est pas tout à fait actualisé, mais les chiffres sont sortis, les chiffres financiers sont sortis, mais pas tous. Donc le trafic passager entre 2005 et 2017 a augmenté de 34,7%.
Dans le même temps, les effectifs baissaient de 17,5%, dont 73% dans la catégorie exécution, c'est-à-dire dans les gens qui sont là au quotidien dans les aérogares, au profit d'une sous-traitance à outrance, où les salariés qui font partie de notre communauté de travail sont traités comme des pions interchangeables, démissionnent, ce qui pose aussi un problème sur les métiers techniques, notamment sur ça finit par poser des problèmes sur la conservation en interne de nos savoir-faire. Donc les bénéfices nets ont augmenté de 353%. Et on a calculé que si l'État nous avait vendu en 2005, on valait à peu près 3 milliards. Entre-temps, il a récupéré plus de 3 milliards depuis, donc en l'espace de 12 ans. Et on va nous dire qu'on va indemniser les acquéreurs. Enfin, d'une part, aujourd'hui, ceux qui sont propriétaires et qui ne le seront plus demain, puisqu'il y a une forme d'expropriation, et les futurs acheteurs, à la fin, avec des sommes qui sont évaluées à 1 million. Donc, enfin, sur les chiffres, il y a un vrai problème. Ça semble, donc, non seulement on spolie les Français, mais on spolie les actionnaires d'aujourd'hui, on spolie les actionnaires de demain. L'État sera dans l'impossibilité totale de renationaliser, que l'on voit l'exemple des autoroutes. Alors là où on est très inquiet, non seulement pour les salariés, et nous, effectivement, en tant que syndicalistes, on est là pour défendre le statut, les quelques avantages sociaux qui ont été conquis auprès des salariés par leur lutte depuis des années, mais on est très inquiet aussi pour les riverains, pour la stabilité du modèle économique. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, hein, c'est qu'un aéroport, quand il est saturé, il rapporte beaucoup plus que quand on fait des gros investissements. Hein, Orly, aujourd'hui, permet de subventionner Roissy, parce qu'Orly est ultra saturé, les parkings sont saturés, les points d'enregistrement sont saturés, parce que Orly a connu, de façon assez inespérée, un nouveau développement, sans modifications indirectes qui ont été fixées, sans problème de couvre-feu, et simplement parce que l'emport des avions est bien plus important. Hein. Donc les avions sont un petit peu plus gros, ils font moins de bruit, et en plus, ils sont plus remplis. Donc, si vous voulez, il est absolument vital pour la bonne santé du poumon économique de la France, qui est la région parisienne, que les aéroports de Paris restent à la hauteur de ce qui se fait de façon internationale. Je rappelle que Fraport, l'aéroport de Francfort, a pour projet de construire un nouveau terminal, que si vous vous baladez un peu partout sur la planète, vous voyez d'ici 10 ans doublement des capacités, ce qui est exactement le programme d'investissement qu'on a. Alors que quand on est là que pour faire de l'argent, bien on va surtout essayer les futurs acquéreurs vont surtout essayer de rentabiliser la chose. Donc d'un point de vue juridique, on a eu l'occasion de venir au Sénat et d'expliquer, c'est d'ailleurs la trouvaille qui n'est pas de moi, que c'est un ovni administratif, cette loi. J'ai parlé d'usine à gaz, mais c'est aussi très dangereux parce que, en fait, Roissy est la plus grande frontière de France. Et vous avez 4 pouvoirs de police de l'État qui coexistent. La police de la sûreté des usagers et des passagers, qui est organisée et confiée par ADPSA, la police des transports et de la circulation aérienne par la DGAC, la police de la zone aéroportuaire par le préfet, et la police d'entrée sur le territoire national par la PAF, par la police de l'air et des frontières. Et qui coordonne tout ça? Eh bien, c'est Aéroports de Paris. Nous avons, en tant qu'ancien établissement public et toujours société anonyme, majorité de capitaux d'État, un certain nombre de fonctionnaires détachés qui mettent de l'huile dans les rouages. Quand on a eu, par exemple, quand il y a eu
presque des émeutes à Orly il y a 2 ans, enfin il y a 1 an et demi, parce qu'il y avait des attentes au poste d'inspection filtrage qui dépassaient qui faisaient que les avions étaient en retard. Il y a des gens qui ont été 2 heures debout, des femmes enceintes sans une goutte d'eau, puisque c'était juste au moment où on vous prend vos bouteilles d'eau et tout ça. Aéroport de Paris a réagi tout de suite et la société a acheté lui-même le système Paraf, qui est un truc où vous passez automatiquement, etc. Et normalement, c'est à l'État de prendre ces choses-là en charge, mais pour des raisons de qualité de vie de nos passagers, de qualité de service, on a fait les frais. Donc, enfin bon, j'ai essayé de vous brosser un tableau aussi rapide que possible. On peut considérer que dans les derniers développements, là, il y a les départements qui seraient acheteurs d'une minorité de blocage à 29%. Bon, il faut voir si ça se confirme, mais dans un premier temps, je rappelle que notre combat, il est celui d'obtenir le retrait de cette loi. D'ailleurs, si on s'élève un peu, si je vais un peu plus haut qu'Aéroport de Paris, c'est la 4e ou la 5e loi depuis la loi Rebsamen, la loi El Khomri, la loi des ordonnances travail, et ça c'est la 4e qui réduit encore les moyens des syndicalistes et des syndicats, relève les seuils à partir desquels vous avez obligatoirement un CHSCT qui est là pour éviter les accidents de travail et pour la santé des salariés, qui est une création française mais qui remonte à 1 siècle et demi, à savoir 1880, première législation sur le travail, c'est sur les accidents de travail. Donc on est en train, en l'espace de quelques années, de détruire le modèle social français, et la loi Pacte finalement n'est qu'une marche de plus dans cette espèce de marche forcée vers la destruction pour nous faire rentrer dans le moule de ce qui se fait ailleurs en Europe. Alors justement, je terminerai par là, sans faire de redite avec ce que vient de dire Madame la sénatrice, à savoir que Amsterdam, dont on connaît le côté libéral de cet État, l'aéroport d'Amsterdam, qui selon monsieur Bruno Le Maire serait de droit privé, oui, il est droit privé comme aéroport de Paris, mais il est détenu à 100%. 70%. Non, je croyais que c'était 70%. Plus 70% par l'État. Non, pas par l'État. Il y a la collectivité locale, il y a la mairie, enfin la ville d'Amsterdam, je crois, et 5%. Peut-être un peu KLM, je ne sais plus, mais c'est la même chose, c'est à peu près le même montage à Fraport, où il y a 5% Lufthansa, mais le reste c'est les lenders, les collectivités locales. Et l'aéroport le plus grand du monde, c'est Atlanta, et il est détenu par la ville d'Atlanta. Et le seul qui, à part les quelques aéroports anglais qui sont purement publics, qui sont une exception au regard de l'ensemble de la planète, par exemple, Osaka est privé, mais il est détenu par les compagnies aériennes japonaises, avec la spécificité du capitalisme japonais tel qu'on le connaît, à savoir particulièrement patriotique. Donc, j'attire votre attention, j'ai un argumentaire tout prêt qui a été fait par la commission économique du comité d'entreprise ADP dans le cadre d'un droit d'alerte économique et social contre la privatisation, qui démontre point par point tous les arguments de monsieur le maire et consorts qui quelque part sont complètement sont de mauvaise foi. Alors c'est pas écrit parce qu'ils n'osent pas le dire, mais parce que ce serait pas poli, mais c'est de mauvaise foi quand on nous explique à la fois qu'on est un service public régional, c'est-à-dire parce que c'est que la région parisienne, mais qu'on nous dit que on n'est pas un monopole parce que le monopole, on n'est pas monopolistique parce qu'on est en concurrence avec Francfort, Amsterdam, etc. pour les vols de plus de 3 heures, ce qui est parfaitement exact. Donc on est en train de nous dire, nous salariés d'Aéroports de Paris, on espère de vous, les sénateurs, que vous défériez la loi au Conseil constitutionnel en vertu du point 9 du préambule de la Constitution de 1946, qui dit « Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité » et j'ajoute bien évidemment le rester. Donc on considère que en tout cas la privatisation d'Aéroports de Paris
je ne parlerai pas pour les autres, mais c'est un peu la même chose, n'est pas constitutionnel. L'avis du Conseil d'État, voilà, c'est un avis. La Chambre juridictionnelle pensera peut-être pas la même chose. En tout cas, nous, on place, maintenant que le ministre a absolument décidé de réintroduire la chose contre vent et marée et contre l'avis de tous, ou presque, parce que je ne vois pas beaucoup d'articles dans les journaux qui se posent les questions, avec des mots assez forts d'ailleurs, spoliation. Donc je vais pas monopoliser la parole, mais on est intarissable, on connaît le sujet, ça fait 1 an qu'on est dans cette lutte, et je dirais que, vous savez, quand on a commencé à lutter sur cette chose-là, au comité d'entreprise, on nous a dit, oh, vous savez, c'est déjà fait, c'est comme si c'était fait. Et moi j'ai dit, oui, bon, on a vécu la chute du mur de Berlin, on a vécu la chute de l'URSS, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et ben voilà, donc il s'est quand même passé des choses entre-temps. Voilà, je vous remercie. Merci. Je voudrais juste ajouter un point, le fameux argumentaire du fonds d'innovation. En fait, on ne sait pas combien va rapporter les privatisations. Le cas d'Aéroports de Paris, pour le coup, est un peu différent des 2 autres, puisque en changeant le statut d'une société privée, même si c'est à capital public, qui avait un usage ad vitam aeternam, si je puis dire, de la plateforme, en une société qui n'aura son usage que pendant 70 ans, on doit dédommager les actionnaires actuels de la société Aéroports de Paris. Donc, quand on va vendre des actions, il va falloir déduire de la recette de ces actions l'indemnisation des actionnaires actuels, donc pour une part privée, d'Aéroports de Paris. Donc on est incapable de dire, au final, combien tout ça va rapporter. Mais en prenant les estimations que nous donne le gouvernement, la commission des finances du Sénat a constaté que ça remplirait chaque année le pseudo-fonds d'innovation de 200 millions d'euros. C'est des clopinettes. 200 millions d'euros, il faut que vous sachiez que le crédit impôt recherche rapporte chaque année 5 milliards, enfin coûte 5 milliards, que là-dedans, il y a des choses très utiles, mais il y en a aussi des totalement inutiles, qui sont captés par les, vous nous en parlerez peut-être, sont captés, puis après, ils partent, ils délocalisent, etc. Et même si on ne voulait pas toucher à ce fameux crédit, on a 20 et quelques milliards d'euros, qui est le CICE annuel. Donc on pourrait au moins en sortir des critères, des parts et des machins pour qu'ils ne soient pas à l'aveugle utilisés dans des secteurs qui ne sont pas utiles à la compétitivité. Et quand vous avez 20 milliards d'un côté, 200 millions de l'autre, je m'excuse de vous dire, vendre les bijoux de la famille, vendre un truc stratégique comme Aéroport de Paris pour 200 millions, et pas tout seul parce qu'il faut rajouter Française des Jeux, NG, etc., pour 200 millions d'euros, c'est vraiment un véritable scandale. Bon. Donc je crois que même les plus libéraux du Sénat, on a des collègues, on le connaît, ils sont libéraux et ils assument. Les plus libéraux étaient contre. Parce qu'ils se sont dit, mais c'est pas de la concurrence industrielle, c'est un autre climat. Mais avant, on retrouve des choses. Un mot sur ADP. Oui. Parce qu'il y a bien évidemment, il y a 2 dimensions dans les privatisations. Il y a la dimension idéologique, bien sûr, mais là, il faut remonter une trentaine d'années, il y a une vingtaine d'années, mais il y a aussi la dimension des recettes de poche. Le gouvernement a besoin d'argent pour respecter effectivement les fameux 3%, hein, compte tenu d'une croissance qui est en berne et donc de recettes moindres. Donc il lui faut des recettes de poche. Donc il lui faut vendre des bijoux de famille pour pouvoir respecter les sacro-saints critères. Et ça, c'est une dimension essentielle, il ne faut jamais l'oublier. Hein.